Adrien, donc tu es médecin généraliste de formation, tu as exercé dans un service de médecine polyvalente et maintenant tu exerces dans un service de réhabilitation nutritionnelle, un SSR, et tu as, et je tiens à le souligner, à la suite, après avoir assisté à différents stages de médecine polyvalente, proposé cette présentation autour de la nutrition et on t'en remercie très sincèrement. Merci à tous et je tenais d'abord à remercier Clément et toute l'équipe de la Société française de médecine polyvalente pour l'organisation de ces topos très réguliers et très pratiques, tout ça, et malgré la grande variabilité d'exercices. Donc je vais tâcher de ne pas déroger à la règle et de vous proposer quelque chose de simple et pratique pour une approche de la nutrition et tout ça sans faire de malaise du coup. Donc je suis le docteur Adrien Long, j'exerce dans un service de réhabilitation nutritionnelle donc à Rennes. On a pas mal de profils de patients différents, que ce soit les troubles de comportement alimentaire, donc l'obésité, l'anorexie mentale, mais surtout, et c'est ça qui va plus nous intéresser aujourd'hui, la prise en charge de la dénutrition, donc au sens large, donc pour des patients qui viennent d'horizons très très différents. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment dans toute n'importe quelle pratique. Et du coup, pour accorder nos violons et le confirmer, donc on estime qu'une dénutrition est présente chez 30 à 40% des patients hospitalisés, toutes les spécialités confondues. On peut monter jusqu'à 70% des patients en oncologie, 50% des patients en chirurgie. Pour l'oncologie, il y avait d'ailleurs une étude récente multicentrique italienne qui portait sur 2000 patients, qui avait permis de démontrer que lors de la première consultation avec l'oncologue, il y avait 51% des patients qui étaient déjà atteints de dénutrition modérée et 10% de dénutrition sévère. Sans surprise, ça touche les sujets plus vulnérables, donc le sujet âgé. L'hospitalisation est un facteur d'aggravation de celle-ci, important à s'en souvenir. Et comme on s'en doute, c'est un facteur de surmortalité, de plus de complications aussi, et forcément d'une augmentation de la durée de séjour et du coût global des traitements à mettre en place. La dénutrition, comme beaucoup de choses en médecine, c'est un peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a les patients pour lesquels on va y penser, et généralement c'est un peu tard. Donc ça, on estime que c'est à peu près 20% des patients auxquels, donc souvent dans un état de dénutrition sévère, qui vont être diagnostiqués. Il y en a 1 sur 2 qui vont être traités, et sur ces 1 sur 2 traités, il y en a à peu près 1 sur 2 aussi qui vont être convenablement traités et suivis. Et en fait, ce qui va être surtout important, ça va être de diagnostiquer précocement, donc toute la partie immergée, pour justement ne pas en arriver à un stade très évolué et les complications qui vont avec et les difficultés de prise en charge qui vont avec aussi. Tout ça, ça peut mener donc à la spirale de la dénutrition, qui est un phénomène qui est connu depuis longtemps, alors surtout par nos collègues qui ont l'habitude de faire de la gériatrie. C'est-à-dire que plus on va avancer dans la dénutrition, plus on va voir apparaître des complications. Donc au début, c'est simplement la carence des apports alimentaires, mais du coup va apparaître un déficit immunitaire, les infections, la sarcopénie, donc de moindre mobilité, les troubles psychiques, la chute, les escarres, et ça peut aller jusqu'au décès. Donc, on voit aussi sur cette courbe qu'il y a 2 parties, la partie verte et la partie rouge. En fait, la partie verte, on va être sur un phénomène de réversibilité. C'est-à-dire que si on le dépiste à ce moment-là, donc lors de finalement la première cause d'hospitalisation ou le premier événement intercurrent, on va pouvoir encore retourner le problème avec une prise en charge qui est simple. Donc simplement optimiser la nutrition orale, mettre en place des compléments. À partir du moment où on va passer le point de rupture, on va rentrer dans un phénomène qui va être irréversible, ou en tout cas, si on veut l'inverser, il va falloir mettre en place une prise en charge qui va être très invasive, nutrition parentérale ou entérale, et ça va prendre du temps et on n'aura pas les mêmes résultats escomptés au final, voire parfois des séquelles irréversibles aussi. Donc vraiment l'importance de la précocité d'action. Je vais revenir sur le diagnostic de la dénutrition. Donc ça s'est beaucoup simplifié et on reste sur des critères qui sont exclusivement cliniques, donc qui sont simples. Il y a des critères phénotypiques et des critères étiologiques. Critères phénotypiques, c'est finalement la perte de poids sur un délai, donc 5% en 1 mois ou plus de 10% en 6 mois ou même par rapport au poids habituel. Donc l'importance de peser les patients.
et de leur demander quel est leur poids de forme, donc quand tout allait bien finalement. Ensuite, on va avoir l'IMC. Donc, vous le voyez en violet pour la personne de moins de 78 et en vert pour le sujet âgé. Donc, IMC à 22 pour le sujet âgé. Ça arrive quand même assez fréquemment. Et enfin, le troisième point, ça va être la sarcopénie, donc la réduction de masse musculaire. C'est la perte progressive et généralisée de la masse et de la force squelettique qui vont entraîner une perte d'autonomie. Pour faire le diagnostic de dénutrition, donc, il faut un de ces critères et il faut un critère étiologique, c'est finalement pourquoi on se dénutrit. Qu'est-ce qui a favorisé le déséquilibre énergétique? Le plus simple et le plus fréquent et celui qu'il faut dépister absolument, c'est la carence d'apport. Donc, je vais vous donner des petits outils après pour que ce soit facile. Sinon, il y a en deuxième, ça va être les troubles de l'absorption digestive. Et ça, il y a beaucoup de maladies qui peuvent l'engendrer. Le syndrome du grêle court, les maladies inflammatoires, l'entérite radique, les chirurgies de l'obésité comme le bypass ou l'insuffisance pancréatique exocrine. Et enfin, la troisième, ça va être les situations d'agression, comme c'est noté. Alors moi, je parlerai plutôt d'hypercatabolisme. Ça va être finalement une consommation anormale de calories, soit dans une insuffisance d'organes, surtout respiratoire, du fait de la polypnée ou du tirage chronique, les maladies neurodégénératives avec les fasciculations dans la SCA, par exemple, ou la maladie de Parkinson, et sinon des choses plus aiguës, comme les situations de choc, de sepsis ou de chirurgie. Donc vraiment, on est sur du clinique. Il n'y a pas besoin de faire de prise de sang ou d'autres examens. Par rapport à la sarcopénie, ça c'est quelque chose que je vous invite à investir dans vos services. Ça peut être vraiment très très facile à évaluer. Alors on a plein de façons de le faire, mais moi la façon dont je vous conseille, c'est vraiment le hand grip ou le dynamomètre. J'ai mis une photo pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que c'est. C'est d'évaluer en fait la force de poigne. C'est un bon reflet en fait de la masse musculaire globale. Ça permet que ce soit fait en consultation et ça permet le suivi aussi. Donc ça, il y a des chiffres qui sont rappelés en dessous de 26 pour un homme ou en dessous de 16 pour une femme. C'est en faveur d'une défaillance musculaire. Alors après, chez un patient qui n'a pas non plus d'autres causes, donc pas de douleur, pas de polyarthrite rhumatoïde, qui pourrait endiguer un peu ça. Une alternative qui est simple aussi, qui avait été proposée par un consensus européen, c'est 5 levées de chaises successives en moins de 15 secondes. Pour l'avoir essayé, c'est pas très facile et je pense que ça peut être biaisé chez beaucoup de patients et notamment les patients âgés avec des troubles articulaires et des douleurs articulaires. Ou rien que pour la compréhension aussi. Donc plutôt à éviter et du coup plutôt à favoriser l'acquisition d'un hand grip, ça ne pourra que vous rendre service. Les critères de dénutrition modérée et sévère, donc là, on est sur la profondeur de la perte de poids et la vitesse aussi d'acquisition. Donc plus de 10% ou plus de 15% en 6 mois. L'IMC très profond, et c'est là que va pouvoir rentrer en compte l'albumine, donc le dosage sanguin. À tenir compte aussi que ça peut être biaisé dans un contexte de syndrome inflammatoire ou dans le cas d'œdème aussi. Tout ça, ça va vous permettre de savoir un petit peu quelle est la profondeur de la dénutrition, donc qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place. Et aussi, on en reparlera plus tard pour coter dans vos dossiers aussi, parce que le financement ne va pas être le même pour la dénutrition modérée ou sévère. Mais d'abord pour la prise en charge qui va être plus complexe en cas de dénutrition sévère. L'évaluation des ingestats. Donc plein de techniques finalement qui sont assez simples. On reprend l'échelle visuelle analogique de la douleur. On peut faire une échelle numérique aussi, encore plus simple, comme ça on n'a pas besoin de la réglette. L'objectif, ça va être de demander au patient par rapport à comme il mange d'habitude, à combien il estime manger actuellement. Donc il y a vraiment plein de formes différentes. Nous, on n'en utilise pas forcément en consultation, mais ça peut vous aider. Celle-ci est pas mal parce qu'elle a plusieurs approches différentes. Ça peut être soit visuel analogique, donc mettre la petite réglette là où on estime manger actuellement. Il y a l'histoire des assiettes aussi. Ça peut simplement être demandé, est-ce que vous mangez la moitié de vos assiettes, la moitié de votre portion d'avant, les 3/4, ou rien du tout. D'un consensus commun, on estime qu'une une évaluation des ingestats inférieure à 7, donc aux 3/4 de l'assiette, il y a une carence d'apport qui va nécessiter une prise en charge. Au niveau de l'examen clinique aussi, quelque chose de tout simple et que je vous invite à faire, mais que vous faites sûrement déjà, c'est simplement d'ouvrir la bouche de vos patients. Ça va être extrêmement rentable et forcément c'est assez trivial, mais une patiente qui n'a pas de dents va avoir des difficultés à manger, mais on peut trouver des solutions toutes simples à lui apporter pour que ça s'améliore. Déjà, adapter la texture,
ou quand c'est encore possible, le rendez-vous avec le dentiste, qui est très rentable aussi. Les autres choses que ça va vous permettre de diagnostiquer, c'est s'il n'y a pas une mucite, une mycose, qui vont elles aussi diminuer la possibilité de manger, la traiter, et aussi la déshydratation, qui sont souvent associées à la diminution des ingestats. Première réponse à la dénutrition, ça va être les conseils diététiques. Donc là, c'est intéressant d'avoir une diététicienne dans votre service parce qu'elle va pouvoir prendre le temps d'évaluer tout ça et de le mettre en pratique. Donc la première chose, ça va être d'arrêter les régimes qui sont devenus inutiles et dangereux. Par exemple, le régime hypocholestérolémiant chez les patients avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Quand on est dans un contexte aigu de dénutrition, on va le suspendre jusqu'à le résoudre et après on verra pour le reprendre. Ça va être d'enrichir l'alimentation. Donc enrichir, c'est finalement pour un volume équivalent, ou en tout cas en l'augmentant faiblement, avoir une plus grande densité énergétique dedans, plus riche soit en calories, soit en protéines, soit les deux. Ça va être essayer de fractionner les apports. Donc on conseille 3 repas et 2 collations par exemple. Favoriser aussi la bonne hydratation, donc 1,5 litre à 2 litres par jour. Et enfin, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment personnaliser l'alimentation. Alors c'est comme ça que je l'ai noté, mais c'est un peu pour tout. C'est-à-dire que ça va être de bien se positionner pour manger, être assis au fauteuil ou à la chaise avec la table, pas au bord du lit ou alors encore moins allongé dans le lit. Ça va être adapter les menus au goût de la personne, adapter la texture aussi à ses capacités de mastication et de déglutition. Ça va être organiser une aide technique aussi ou humaine pour qu'il puisse s'alimenter en fonction de son handicap. Donc là, il y a l'intérêt aussi de sensibiliser vos équipes, valoriser l'équipe aide-soignante aussi, qui est souvent en première ligne pour ça. Enfin, ça peut être prendre aussi le repas dans un environnement agréable et servir dans une assiette, travailler la présentation, tout ça et l'appétit, c'est vraiment la chose principale. Là, clairement, on a tout faux quand on fait ça, quoi. Je vous ai mis aussi en bas le rappel de ce que c'est les apports nécessaires. Bon, là, si vous avez une diététicienne, ça va l'aider, elle, plus que vous, mais c'est pour que vous ayez une base sur le PowerPoint aussi, quoi. Les compléments nutritionnels oraux. Donc ça, c'est quand finalement les ingestats, la modification des ingestats n'a pas été suffisante. C'est à proposer en première intention en cas d'ingestat bas, avec une dénutrition modérée, et à privilégier en collation. Ça ne doit pas remplacer l'alimentation et ça ne doit pas la freiner surtout. Ça doit vraiment être un plus. Faut pas espérer un apport supérieur à 600 calories max par jour avec des compléments, sauf si c'est quelqu'un qui ne peut manger que ça dans un contexte de radiothérapie ou d'alimentation liquide. C'est vraiment en soutien et on ne peut pas espérer plus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes. Donc, le patient qui vous dit j'aime pas les compléments, c'est qu'il faut pousser un petit peu plus loin, parce que dans le lot, il y en a forcément un qui va apprécier. Ça peut être sous forme de gâteau, de crème, de liquide, de poudre à rajouter dans les plats. Donc, vraiment, il y a une multitude de possibilités. Le diabète n'est pas une contre-indication au complément, mais on peut privilégier ceux avec un index glycémique bas pour éviter justement de le déséquilibrer. Et ça aussi, c'est facile à trouver. Il faut le considérer comme un médicament à part entière, c'est-à-dire que la compliance sera forcément pas terrible et surtout qu'il y aura une lassitude dedans, donc sur une durée courte. Si jamais il y avait une inefficacité de ça, on va voir plus tard comment pouvoir s'en occuper. Je vous ai mis un tableau qui est assez indigeste, mais qui permet d'avoir une liste de toutes les possibilités. Donc ça, c'est plus pour en pratique, si vous vous posez la question, de pouvoir revenir dessus plus tard. Donc l'arbre décisionnel du soin nutritionnel. Donc on a parlé de l'enrichissement, on a parlé des compléments, on va parler maintenant des nutritions artificielles, donc entérales ou parentérales. Donc là, on est soit sur de la dénutrition sévère, soit sur un échec des deux précédentes. Alors, je vais volontairement parler de la nutrition parentérale en premier, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter absolument. Donc, c'est à considérer seulement si le tube digestif n'est pas fonctionnel, donc en cas de syndrome occlusif, par exemple. Ça nécessite une voie veineuse centrale dans le meilleur des cas. On peut l'utiliser sur une voie veineuse périphérique, comme le périolimel, par exemple. Généralement, la tolérance est quand même vraiment très mauvaise et votre voie veineuse, elle va généralement pas durer très très longtemps. On est en plus sur des faibles quantités par rapport à ce qu'on peut amener. Il y a un risque de vénite et d'infection qui sont vraiment importants.
Donc pour revenir à l'utilisation en voie veineuse centrale, là aussi, les complications infectieuses, elles sont importantes, donc vraiment à limiter. C'est un des points qui justifie de le limiter au maximum, surtout en oncologie, hein, la chambre implantable, elle est quand même vraiment nécessaire, donc si on peut l'épargner et qu'on a d'autres façons de renutrir le patient, c'est vraiment à privilégier. Ça doit être initié forcément en établissement de santé. Et si on est obligé d'en mettre une en place, eh ben, ça justifie quand même une réévaluation régulière parce que peut-être que la situation a pu évoluer dans le bon sens, que le tube digestif est finalement fonctionnel et qu'on peut reswitcher sur une nutrition entérale ou sur une reprise de l'alimentation, par exemple. On va maintenant parler de la nutrition entérale, donc la nutrition par le tube digestif, en faisant fonctionner le tube digestif. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge de la dénutrition sévère, c'est vraiment à privilégier, à promouvoir, et pour ça, il faut d'abord que le médecin la dédramatise et ait confiance dedans. C'est pas forcément, enfin, même dans l'ensemble, il y a beaucoup d'appréhension des patients à l'initier, mais finalement, l'inconfort est rapidement levé une fois la pose de la sonde ou la voie d'abord choisie. Et une fois que c'est en place, généralement, c'est vraiment simple d'acquisition et au niveau du confort, quoi. On va favoriser l'utilisation pendant la nuit. Pour deux raisons. Déjà, pour que le patient puisse se mobiliser au maximum, hein. L'objectif, c'est de lui amener des calories, mais pour qu'il refasse du muscle et qu'il se mobilise bien. Et aussi pour qu'il puisse favoriser l'alimentation. Là encore, dans la mesure du possible, comme les compléments, l'objectif n'est pas de remplacer l'alimentation, mais vraiment de venir comme une béquille, en fait, pour que ça puisse l'aider. Ça a beaucoup de vertus, l'utilisation du tube digestif, par la nutrition entérale si on ne peut pas manger. Ça prévient l'atrophie villositaire, ça relance le transit, ça relance l'appétit, ça améliore l'hydratation aussi. Donc on considère que c'est vraiment comme une canne pour le tube digestif, c'est vraiment de la rééducation digestive, quoi. Et il y a plusieurs études qui ont prouvé aussi, dans la mesure du possible, la supériorité par rapport à la nutrition parentérale du fait de des moindres complications, quoi. Pour éviter la double peine, du coup, on évite de prescrire des compléments en même temps, parce que là, effectivement, c'est déjà moyennement toléré les compléments, donc au moins ça peut être présenté aussi comme un avantage pour le patient pour qu'il l'accepte. On va revenir sur les différentes voies d'abord, mais dans la mesure du possible, on reste sur une position gastrique de la sonde qui est le plus fréquemment utilisée, quoi. Comment initier une nutrition entérale? Donc, une fois qu'on a choisi la voie d'abord, donc dans les voies d'abord, on en a plusieurs types. Ça va être les sondes. Donc, sonde, ça peut être nasogastrique qui s'arrête au niveau de l'estomac ou nasogéjunale qui va un peu plus loin. Ça peut être la gastrostomie, qui est une sonde qui est directement mise au niveau de l'estomac, donc principalement quand il y a des sténoses en amont ou des troubles de déglutition qui empêchent l'alimentation. Et enfin, les sondes de jéjunostomie qui, elles, sont posées par voie chirurgicale. Donc, une fois que ça s'est mis en place, il va falloir adapter les vitesses, donc avec l'utilisation d'une pompe. Donc, l'estomac est habitué à recevoir les aliments et à faire le tri un peu comme un péage tout seul. Donc, on peut commencer à une vitesse de 80 et on peut rapidement augmenter plus. Vous pouvez même monter à 200-250 ml/h quand le patient est assis ou debout, parce que finalement, la gravité va faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflux, tout ça. En revanche, quand il est allongé, effectivement, il faut ralentir un peu et on conseille d'aller jusqu'à 110 ml/h, ce qui est quand même vraiment très faible, quand vous voulez convaincre le patient aussi. C'est même pas un verre de vin par heure, donc c'est vraiment des tout petits volumes. Si c'est sur le jéjunum, donc les sondes nasogéjunales ou surtout la jéjunostomie, lui, il n'est pas habitué à avoir une osmolarité similaire à l'estomac et à faire le tri, donc vous aurez un risque plutôt de dumping syndrome ou de diarrhée. Donc c'est pour ça que là, il va falloir aller un petit peu plus lentement et on conseille jusqu'à 80 ml/h au maximum. On va choisir un mélange énergétique, c'est-à-dire de la même façon que l'enrichissement des aliments, donc ça va être un volume moindre pour un temps de passage moindre et une meilleure autonomie du patient et pour un meilleur rendement calorique. Tout ce qui est vitamines et oligo-éléments, vous n'avez pas besoin de vous en soucier parce que les poches en sont déjà supplémentées, c'est déjà compris dedans. Enfin, les eaux et les électrolytes, donc ça apporte effectivement un volume de liquide, mais ça n'empêche pas d'en rajouter si le patient n'est pas capable de boire. Ça peut être simplement un volume à la seringue, s'il arrive quand même à boire un petit peu à côté, ou ça peut même être de mettre une poche d'eau dans laquelle on rajoute 2 à 4 grammes de sel qui passe en parallèle de la nutrition entérale toute la nuit. Et un dernier point aussi, ça va être
Généralement, les patients dénutris, en fonction de la cause, vont être des patients qui ont un ralentissement du transit, soit parce qu'ils boivent moins, parce que justement, ça fait un moment qu'ils ne mangent pas et le péristaltisme s'est suspendu, qui se mobilisent moins, qui ont parfois aussi des traitements antalgiques morphiniques, donc qui vont constiper. Donc, traiter la constipation avant de débuter la nutrition entérale, ça évitera une mauvaise tolérance, qui n'est pas dramatique, mais surtout des reflux, par exemple, ou des sensations de gargouillement et tout ça. Donc, en le préparant bien, ce sera encore mieux accepté par le patient après. Les objectifs de renutrition, donc, pour faire simple, on vise à peu près 500 grammes de prise de poids mesurée par semaine, sans prise d'œdème. On va y revenir après. Là aussi, on peut évaluer l'albumine, donc ça sert à rien de le faire ça sert à rien de le faire plus qu'une fois par mois. Ça permet surtout de conforter qu'on va dans le bon sens et de le chiffrer. Les chirurgiens aussi, ils aiment bien pour connaître l'albumine avant une opération. Le risque principal d'aller trop vite, ça va être le risque de syndrome de renutrition inappropriée. Donc là aussi, si vous avez un patient qui a été à jeun ou qui a diminué depuis un moment ses apports, ça va être de corriger les troubles hydroélectrolytiques avant d'initier l'assistance nutritionnelle et après d'augmenter progressivement tout ça. Dans l'ensemble, si vous avez un doute, si c'est un patient qui ne mange pas, ça n'empêche pas de mettre une supplémentation en vitamines dont je vais vous parler après. Il n'y a pas de risque et au final, ça ne pourra que éviter les soucis. Le syndrome de renutrition inappropriée, donc ça se base sur les critères de Nice, qui n'a rien à voir avec la ville, mais ça va être plus facile de s'en rappeler comme ça. Donc en fait, c'est le passage de l'état catabolique du jeûne à l'état anabolique, donc on réapporte des calories, donc toute la chaîne métaboliste de Krebs et tout ça vont s'inverser et ça va favoriser la survenue de troubles ioniques et notamment d'hypophosphorémie, d'hypokaliémie aussi et dans une moindre mesure l'hypocalcémie. Donc, ça va être important de faire ces 3 dosages-là avant d'initier la nutrition entérale pour être sûr que déjà, il n'y ait pas d'anomalie avant de commencer, de le résoudre si c'est le cas, et de vraiment continuer une supplémentation en prévention. Donc, ces critères sont les suivants. Donc, c'est vraiment une dénutrition majeure. Et surtout, je pense que ce qui est le plus fréquent et le plus important à retenir, c'est le jeûne supérieur à 1 semaine à 10 jours. Tous les patients que vous allez voir dans ces conditions-là, à mes yeux, ça justifie de leur mettre une supplémentation d'au moins 7 jours, orale si c'est possible, pour éviter la survenue du syndrome de renutrition inappropriée. C'est une fiche qui a été remise au jour lors du Covid, que je trouve très pratique. Donc, pour éviter de devoir retenir tout par cœur, vous pourrez vous y référer. Il y a 2 possibilités. Donc, c'est la supplémentation systématique par voie orale. Donc, vous avez du phosphore, des polyvitamines, de la vitamine B1, super importante pour les patients qui sont à jeun ou qui vomissent ou qui ont des diarrhées, parce que les réserves sont quasi inexistantes. On est à 25-30 mg. Le risque est majeur, c'est l'encéphalopathie de Guillet-Wernicke. Ça peut arriver vite, ça peut se voir chez des patientes enceintes, par exemple, qui ont des vomissements gravidiques un peu accrus. Donc, vraiment à supplémenter systématiquement. Il n'y a pas besoin de le faire très longtemps ni très fort. 250 grammes x 2 par jour, ça suffit pendant 6-7 jours. Mais ça, c'est nécessaire de le faire systématiquement parce que le risque est quand même vraiment important. L'alternative, c'est si c'est très profond ou surtout si le patient n'est pas en capacité de manger ou si on n'a pas encore de voie d'abord entérale, c'est de le faire en intraveineux, comme c'est noté ici. Le schéma, du coup, pour amener les calories. Donc, une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de trouble ionique, on va pouvoir commencer donc assez faiblement. Alors là, c'est volontairement très faible. Et du coup, on se met des balises toutes les 48 heures à peu près de faire un nouveau dosage un dosage ionique, donc de phosphore, calcium et potassium. Si le bilan est normal, hop, on peut passer au palier supérieur et ainsi de suite toutes les 48 heures jusqu'à ce qu'on soit à la dose calorique nécessaire. Si c'est pas normal, on reste au même point, on supplémente et on attend que ce soit normal pour pouvoir passer au-dessus. L'objectif, c'est que ce soit vraiment très progressif. Faut pas hésiter à prévenir le patient parce qu'il va vous dire bon, ouais, vous m'avez mis une sonde, mais je continue de perdre du poids, donc c'est normal. Si au début de votre prise en charge, il continue à perdre du poids, c'est vraiment parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs énergétiques. Les signes cliniques du syndrome de renutrition inappropriée, ça va être principalement la prise d'œdème. Donc c'est un bon point pour savoir un petit peu comment ça évolue à regarder tous les jours. C'est facile aussi au niveau de l'examen clinique.
Une diapo que j'ai demandé de faire à mon médecin DIM, si vous n'avez pas encore eu la possibilité d'obtenir dans votre service une diététicienne ou un handgrip, c'est la valorisation. Donc en fait, la dénutrition est très bien valorisée dans les dossiers à condition qu'on note les critères diagnostiques. Et vous pouvez voir là par exemple, donc en médecine, un patient qui va venir pour une pneumopathie grippale qui n'a pas de dénutrition cotée, on va être à 1500. On triple le prix du GHS en cas de dénutrition sévère. Donc finalement, la prise en charge à vos yeux va être la même, mais simplement de le coter, ça va vous permettre de développer d'autres choses dans votre service aussi. En SSR, la subtilité, c'est qu'on va pas être sur la profondeur de la dénutrition, mais finalement, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place comme thérapeutique pour y pallier. Donc plutôt sur les apports, tout ça, après à revoir avec votre médecin DIM, mais en tout cas tout ça pour vous sensibiliser au fait que c'est important de le coder dans votre dossier et simplement les critères diagnostiques, comme on l'a évoqué précocement, donc vraiment rester clinique. Quelques pièges auxquels il faut penser. Alors, le patient obèse, celui-là, c'est peut-être celui où c'est le plus gravissime parce qu'il y a un retard au diagnostic qui est encore plus important que pour les autres, parce que lui, il va être satisfait au début de perdre du poids, puisqu'il n'a pas grand-chose à faire et que c'est ce qu'on lui demande depuis un long moment. Donc, il faut être d'autant plus prévenant avec ça, parce que pour le coup, s'il conserve quand même un surpoids, il va d'abord perdre du muscle, donc ça veut dire qu'il va d'autant plus perdre en autonomie et en mobilisation. Et ça va faire des hospitalisations très longues, comme vous avez peut-être déjà eu à prendre en charge dans vos services. Il va aussi avoir peur de reprendre du poids. Donc, pas hésiter à lui dire que dans le contexte actuel, de toute façon, il n'y a pas de risque, que la perte de poids elle a été importante et qu'il faut vraiment l'accompagner. Quitte à prendre en charge après le surpoids dans un deuxième temps quand il sera plus malade aigu. Donc, ne pas oublier l'hydratation. Et enfin, le CNO ne remplace pas l'alimentation, mais ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et finalement, en conclusion, donc, la dénutrition est fréquente, elle est surtout fréquente à l'hôpital, hein, finalement, et elle a tendance à s'aggraver pendant l'hospitalisation, donc vraiment d'y penser. Il faut peser les patients, ça vous servira toujours. Le poids d'entrée dans le service, le poids à la sortie du service aussi, hein, pour le médecin traitant, pour qu'il puisse faire sentinelle au retour du patient à vos domiciles. L'importance d'une intervention précoce. Notez les critères de nutrition dans le dossier, donc ça je vous ai expliqué pourquoi. Demandez à sa direction d'avoir une diététicienne si vous n'en avez pas encore bénéficié, mais je pense que maintenant c'est assez rare finalement. Et un handgrip, c'est tout simple, hein, parce que finalement vous notez le chiffre du handgrip dans votre dossier médical, vous avez déjà un des deux critères pour justifier de la dénutrition. Et privilégier du coup la nutrition entérale parce que c'est vraiment vertueux, ça a vraiment plein de points positifs et je pense qu'il vaut mieux la mettre par excès, quitte à l'arrêter au bout de 48 heures, plutôt que de se poser la question, de temporiser, de voir que finalement la dénutrition s'est aggravée et qu'on a pris le risque de passer dans la partie irréversible ou en tout cas difficilement réversible de la prise en charge. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était extrêmement clair et intéressant et pratique pour nous. Moi, j'avais une petite question sur le fait de privilégier la nuit l'alimentation entérale. Et ça me fait un peu peur, très honnêtement, en termes de pratique quotidienne. Est-ce que, voilà, je veux juste peut-être faire préciser ce point-là. Moi, j'ai peur des Alors, c'est vrai inhalations que la nuit. ça va dépendre vraiment, je pense, du profil du patient. Ça dépend quel type d'exercice vous pouvez avoir. C'est sûr que sur des patients gériatriques, je ne sais pas si tu fais référence au risque de troubles de déglutition, par exemple, ou d'inhalation. C'est surtout ça. Donc, effectivement, c'est un risque qui est quand même assez faible. Après, ça justifie déjà de voir s'il n'y a pas des troubles de déglutition préalables à la nutrition. S'il y en a, peut se poser la question du coup d'aller un petit peu plus loin avec une sonde nasogéginale qui va limiter un petit peu ce risque de reflux. Une chose toute simple dont on a parlé, ça va être aussi de traiter la constipation qui va favoriser justement ce reflux. Et ça peut être aussi comme mesure mécanique de rehausser un peu la tête de lit. Le proclive aussi va permettre d'éviter ça. Donc il y a des petites mesures, mais effectivement, pour quelqu'un qui a déjà des troubles de déglutition au préalable, là, on pourra plutôt favoriser en journée. Enfin, en tout cas, c'est vraiment à tester. S'il y a la possibilité de faire passer une orthophoniste ou d'avoir une évaluation un peu plus poussée, il y a ce risque-là, effectivement.
L'autre risque, je dirais que c'est pour les patients qui ont une tendance à déambuler. Alors là, de toute façon, on se pose la question même d'une nutrition artificielle, qu'elle soit parentérale ou entérale, pour pas tirer sur les fils. Sinon, c'est le patient qui va faire pipi la nuit. Donc ça aussi, je pense qu'il faut l'anticiper parce que forcément, il a un fil, il pourra peut-être avoir sa perfusion. Alors, l'objectif de la nutrition entérale, c'est aussi dans la mesure où on peut se passer de la perfusion à côté, c'est un plus. Donc c'est sûr que s'il doit conserver et l'entéral et la perfusion, faut bien qu'il ait son urinal à côté, qu'on le sensibilise bien à ça ou à appeler. C'est des risques, ouais, qui sont à anticiper avant. Mais pour le coup, le bénéfice de le passer la nuit, de pouvoir se remobiliser, de pouvoir aller en kiné, de pouvoir se déplacer même tout seul pour refaire du muscle, c'est quand même vraiment top. Et puis aussi de le libérer pour qu'il puisse avoir faim et pouvoir manger aussi à côté. Donc il y a vraiment ce bénéfice-risque qui est à évaluer, à mes yeux, mais en fonction des patients qu'on peut avoir, est plus intéressant quand même la nuit. Et après, il y a l'aspect, je me remets une dernière remarque sur ce point-là, et après, je laisserai la parole pour les questions. Il y a aussi l'aspect formation des équipes de nuit, qui est, voilà, que l'on côtoie moins de fait, et qui parfois peut faire un petit peu peur à l'idée de faire passer une alimentation la nuit quand on connaît un petit peu moins les équipes de nuit ou qu'elles sont plus changeantes dans cette période d'intérim fréquente paramédicale. Ça, pour le coup, alors nous, on suit beaucoup de personnes qui sont en nutrition entérale à domicile parce que c'est un des points qu'on peut mettre en place. On n'a pas trop de problèmes de retour la nuit, une fois que tout est installé. Par contre, on peut en avoir vers 19-20 heures au moment où on initie le traitement. Donc oui, effectivement, ça peut justifier un peu de formation ou en tout cas juste de dédramatiser aussi et d'être dispo, ouais, pour accompagner les équipes de nuit. Ouais. Oui, bonjour. C'était pour rebondir pareil sur les trucs de déglutition, parce que c'est assez fréquent dans nos patients. Tu, un moment où tu parlais de sonde nasogéginale, je ne connaissais pas du tout. Je veux savoir si c'était assez facile à mettre en place dans un service conventionnel. Enfin, voilà, un peu Voilà. là-dessus. Et tu l'évoquais justement dans les trucs de la déglutition. Et j'ai le même Oui. problème que Clément Morin. Que Clément, ouais, sur des profils très gériatriques. Du coup, j'avais préparé, je savais pas combien de temps ça allait durer, donc j'avais un peu anticipé ce genre de questions. En fait, les sondes nasogéniales. Je me disais, parce que j'ai défilé aussi ton topo et les autres diapos récentes, je me suis dit que ça mériterait effectivement une deuxième partie à un autre moment. Donc, je te laisse répondre à la question, mais peut-être pas Plus, dévoiler ouais. tous les éléments, parce que je pense si tu en es d'accord, on se refera un Avec topo plaisir, ouais. là-dessus, parce que c'est vrai que ça va être aussi, ça va compléter le côté pratique. Voilà, ouais, sur les voies d'abord. La sonde nasogéginale, donc on utilise une sonde qui est différente de la sonde de Levin, qui est une sonde toute souple pour la sonde nasogastrique. En fait, c'est une sonde qu'on appelle à queue de cochon. Donc, il y a un guide dedans. Elle est lisse tant qu'il y a le guide, et dès qu'on le retire, en fait, ça fait une boucle comme ça. C'est pas la peine de s'assurer. Alors, il faut s'assurer qu'on soit en aval de l'estomac, et ça, on le voit sur l'ASP. Mais c'est pas la peine de s'assurer que ça défile dans tout le tube digestif, parce qu'en fait, avec le péristaltisme, ça va avancer tout seul et ça va se dérouler tout seul le long de l'intestin grêle. Donc, c'est pas plus compliqué à poser. C'est juste que, en fait, il faut s'assurer qu'elle soit suffisamment loin, mais ça, je vous en reparlerai simplement avec le repère, en fait, sur la sonde. On peut s'en douter, et la radio, elle permet d'être formelle là-dessus aussi, quoi.